Je vais m'entretenir avec vous d'un sujet qui, j'imagine, suscite de l'intérêt. Donc à savoir s'il existe, oui ou non, une hérédité au-delà des gènes. Évidemment, vous l'imaginez, on va s'intéresser notamment aux humains spécialement, mais pas que. Alors, il faut que je... Voilà, donc s'il y en a quelques-uns parmi vous, vous avez vu que dans la diapo d'introduction ou de présentation, vous avez ici en bas à gauche, vous avez la FIS, hein, donc qui est copartenaire de cette matinée. Voilà, donc je fais quelques mots de présentation de la FIS pour ceux qui, j'imagine que la majorité d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est l'Association française pour la formation scientifique, donc qui est une association avec pas mal de bénévoles qui cherche, comme c'est résumé en haut, à mettre un peu de science dans le débat public. Alors la FIS, qui est une association qui est plus que cinquantenaire maintenant, dispose de plusieurs canaux pour diffuser la bonne parole, si j'ose dire. Donc, en premier lieu, une revue qui s'appelle Science et Pseudosciences, dont j'ai apporté des exemplaires ici. Une chaîne YouTube qui est alimentée régulièrement. Et donc un site général où on peut notamment retrouver les articles de la revue qui sont mis en accès libre au bout de quelques mois. Et puis depuis quelques années maintenant, une maison d'édition qui appartenait avant à Henri Brock, hein, le père de la zététique en France, qui maintenant est alimentée notamment d'une nouvelle collection récente. Voilà, et donc pour dire en deux mots finalement la raison d'être de la FIS, hein, c'est comme c'est indiqué, et ce qu'on peut voir maintenant en haut de la revue, hein, en tout petit, un éclairage scientifique des débats de société. C'est essentiellement ça qui motive cette revue et la FIS en général, et donc aussi avec une sorte de mantra qui est que la science dit ce qui est, mais ne dit pas ce qui doit être. Donc là, voilà. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'il peut être intéressant sur des sujets qui la concernent d'écouter ce que dit la science, et ensuite ceux qui décident peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que la science n'est pas là pour dire ce que la société doit faire, juste pour éclairer la société. Voilà, donc rapidement pour présenter le topo de ce matin. Donc on va parler évidemment de l'épigénétique et on va définir un peu ce mot. Juste ici, je dis que c'est un domaine de recherche qui est donc en pleine expansion depuis maintenant, on va dire, une bonne vingtaine d'années. Hein. Et voilà. Et donc, pourquoi je suis là aussi? Parce que ça a transpiré au-delà des labos. Hein. Et il y a un large écho dans les médias. Et notamment, parce que l'épigénétique, c'est un domaine très très vaste. Là, je me concentre à ce qui touche à l'hérédité, parce que c'est effectivement ce qui interpelle sans doute le plus les gens. Et donc, selon certains discours, l'épigénétique permettrait donc d'envisager qu'une partie du vécu de parents, de grands-parents, voire avant, puisse se transmettre de façon héréditaire donc à la descendance. Alors là, donc durant cette intervention, je vais essayer de faire le point en donnant des éléments pour répondre à deux questions. Qu'en est-il vraiment ? Et que dit la science véritablement à ce sujet? Voilà, donc j'aurai trois parties. Un aperçu de ce que recouvre le terme épigénétique. C'est forcément un terme qui a une certaine, derrière lequel se cache une certaine complexité, hein, donc c'est un challenge un petit peu de l'expliquer, mais bon, on va y arriver. Et de savoir aussi si notre vision de l'hérédité s'en trouve effectivement modifiée, en quoi ça a impacté les études finalement plus classiques sur l'hérédité. Et puis, dernière partie qui questionnera l'usage de l'épigénétique et de ses concepts afin de valider certaines pseudosciences, et je me focaliserai spécialement sur ce qu'on appelle la psychohérédité.
généalogie. Voilà, donc d'abord on va s'intéresser à définir ce que c'est que ce mot, et en commençant par finalement ce que beaucoup de gens maintenant regardent, hein, à savoir l'encyclopédie en ligne qui est Wikipédia. Et donc il y a une définition qui est tout à fait recevable. Voilà, donc je vous la lis. Donc l'épigénétique, donc du grec ancien et épi, au-dessus d'eux, et de génétique, c'est donc la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible, à savoir lors des divisions cellulaires, et adaptative, l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique, entre parenthèses ADN. Donc voilà, donc c'est une définition, vous voyez, c'est une seule phrase, mais dans cette phrase, il y a quand même beaucoup de mots qu'il s'agit de définir, c'est ce à quoi je vais m'attacher maintenant, en y allant par étapes. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on entend par l'expression des gènes? On peut avoir une vague idée, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, parce que j'imagine que je m'adresse à un public qui n'est pas forcément un public de biologistes, hein, donc on va essayer de repartir des bases. Et les bases, déjà définir ce que c'est qu'un gène schématiquement, hein, un segment d'ADN qui contient une information qui permet de fabriquer une protéine. Et une protéine, bon, c'est une grosse molécule, on appelle ça une macromolécule, et cette macromolécule, elle assure une fonction particulière, spécifique, au sein de la cellule et donc de l'organisme. Donc, j'ai listé ici quelques exemples parmi les plus connus de protéines, insuline, hémoglobine, anticorps. Bah, à chaque fois, pour chaque protéine, il correspond à un gène. Vous avez un gène d'insuline, un gène d'hémoglobine, etc. Et puis vous avez les fonctions que vous devez connaître de ces protéines. Voilà, donc l'expression d'un gène, en fait, l'expression, derrière ce mot, c'est l'ensemble du processus qui permet de passer de l'information qui est génétique, qui est stockée dans le gène, et qui est lue, entre guillemets, pour aboutir à la fabrication d'une protéine. Voilà, donc vous avez des petits rouages pour vous indiquer tout ce processus, symboliser ce processus qui passe du gène à la protéine. Alors, je vous indique aussi quand même que l'ADN des gènes se trouve dans le noyau, dans ce qu'on appelle le noyau, dans les cellules. Donc vous avez ici un schéma très simplifié d'une cellule, hein, avec juste une frontière qui s'appelle une membrane plasmique, et puis vous avez ici, dans le document qu'on voit microscopique, hein, c'est une coloration qui permet de visualiser facilement les noyaux. Donc vous avez le noyau, on ne voit pas tout le reste, hein, donc voilà, mais c'est plus compliqué que ça une cellule, c'est pas juste un sac avec un noyau. Mais voilà, donc ça permet de visualiser le lieu où est la majorité de l'ADN dans nos cellules. Et voilà, donc l'ADN, voici, vous le connaissez normalement, la double hélice, hein, qui s'est popularisée depuis qu'on l'a découvert. Ben, il y a découvert, en fait, il y a exactement 70 ans. Hein. La double hélice existe dans le monde de la science biologique depuis 70 ans, depuis le 25 avril 1953, où cette fameuse structure double hélice a été décrite pour la première fois dans la littérature scientifique. Voilà, donc dans le noyau de la cellule, vous avez des gènes, et en fait les protéines sont produites non pas dans le noyau, mais à l'extérieur du noyau, dans ce qu'on appelle le cytoplasme. Donc déjà, il y a une géographie qui fait qu'il va bien falloir passer d'un compartiment, le noyau, à un autre compartiment, l'extérieur du noyau. Et donc, si on regarde ce qui se passe dans le noyau, il y a une première étape. Donc il y a une première étape qu'on appelle la transcription. La transcription, ça correspond au fait qu'on fait une copie de cet ADN, du gène, donc sous sa forme ADN, on en fait une copie sous forme d'un ARN qui s'appelle un ARN messager, puisqu'il va véhiculer, il est porteur d'un message. Et donc j'ai indiqué aussi que les gènes, ils ne fonctionnent pas forcément tout le temps. Il y a des petits interrupteurs, et c'est schématisé ici par ce qui s'appelle il y a une petite étoile là qui vient de se fixer en amont du gène, qu'on appelle un facteur de transcription. Donc c'est une protéine qui a pour rôle d'enclencher le processus de transcription. Et une fois que l'ARN est produit dans le noyau, donc, eh bien, cet ARN passe ensuite dans le cytoplasme. Et là, il y a une deuxième étape, puisqu'il faut passer à la protéine. On traduit
le message qui est contenu dans l'ARN en protéines. Alors, je ne vais pas décrire évidemment tout ça parce que ce n'est pas le propos aujourd'hui, mais voilà, ça donne les bases, c'est-à-dire quand on dit un gène s'exprime, ça veut dire en clair qu'il est transcrit en ARN messager dans le noyau, et en fait c'est l'étape essentielle qui permet de contrôler l'expression des gènes. C'est-à-dire, c'est pas la seule, mais c'est une étape principale, c'est-à-dire que si le facteur de transcription, c'est le symbolisme des petites croix rouges, n'a pas accès à l'ADN du gène, celui-ci n'est pas transcrit, et donc pas d'ARN messager, pas de protéines. Voilà, donc c'est ce côté interrupteur que j'ai indiqué sur le schéma également. Voilà, donc j'ai parlé de la cellule en général. Évidemment, vous savez qu'on est constitué, bon, ça, selon les estimations, ça peut varier, mais aux alentours de 30 000 milliards de cellules, ça fait beaucoup. Et vous savez aussi également que toutes les cellules ne sont pas identiques. On définit classiquement environ 200 types de cellules différents. Bon, des cellules sanguines, de peau, du système nerveux, des cellules musculaires, de foie, etc. Et donc des cellules qui ont une morphologie très différente, hein, qu'on reconnaît en général assez facilement. Et ensuite, non seulement elles ont une morphologie différente, mais aussi elles ont des fonctions différentes, puisqu'il y a des cellules qui produisent des anticorps, d'autres cellules qui ont de l'hémoglobine, d'autres des cellules du pancréas qui produisent de l'insuline. Donc il y a une spécialisation des cellules, et donc en fait elles expriment des gènes différents. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'elles expriment des gènes différents, elles ont toutes les mêmes gènes. Toutes les cellules ont la même information génétique dans leur noyau. D'accord ? Donc le gène de l'insuline, par exemple, est présent dans toutes les cellules de notre organisme. Et pourtant, seulement certaines cellules du pancréas, produisent l'insuline, donc expriment le gène de l'insuline. Donc une des grandes questions, qui a été une des grandes questions qui rentre dans la case épigénétique, c'est de savoir comment certains gènes ne s'expriment que dans certaines cellules. Alors justement, si on revient à la définition de Wikipédia, l'épigénétique s'intéresse à la nature justement des mécanismes qui modifie cette expression des gènes, et de façon très importante, sans changer la séquence, sans changer le message qui est contenu dans l'ADN, sans changer ce qu'on appelle la séquence nucléotidique. Alors, la séquence nucléotidique, voilà encore un mot qu'il faut définir. L'ADN, il est fait de nucléotides, c'est les briques de l'ADN, ce sont des nucléotides. Vous devez éventuellement, pour certains, connaître un petit peu les fameuses 4 lettres, A, C, G, T. Donc ce sont les 4 nucléotides qui constituent l'ADN. Et avec ces simples 4 lettres, on fait tout. C'est-à-dire, on fait tout, ces 4 lettres, elles ont un ordre dans l'ADN, donc c'est ce qu'on appelle la séquence. La séquence, c'est l'ordre de ces nucléotides. Et ensuite, elles sont en fait lues quelque part. Donc là, évidemment, il y a l'étape de transcription, il y a l'ARN, et on arrive aux acides aminés qui sont les petites. Là, c'est les briques des protéines. Donc les briques des protéines, ce sont les acides aminés, et dans ce cas-là, il y a 20 acides aminés qui constituent les protéines. Donc il y a une correspondance entre une séquence de nucléotides, un ordre de nucléotides dans l'ADN, et l'ordre des acides aminés dans la protéine. Et ça a été donc toute une saga pour comprendre ce qu'était ce code qui reliait ces deux langages complètement différents, qui est celui de gènes, de l'ADN, et celui des protéines. Et donc ça a été à la fin des années 50 et surtout au début des années 60 qu'ont été déchiffrés ce code génétique. Donc je dirais seulement qu'il est, la grande surprise, ça a été que ce code, en fait, c'est un code universel. C'est-à-dire que tous les organismes vivants, mis à part des petites exceptions, des petits patois locaux, globalement, parlent le même langage en termes d'ADN. Voilà, donc un gène, ça veut dire c'est une séquence d'ADN qui correspond à une protéine particulière. Et là, je vais faire un distinguo ici pour vous introduire aussi le fait qu'il y a des mutations, comme vous le savez, et les mutations correspondent à des modifications de la séquence. Comme vous voyez ici, j'ai mis en rouge, là, vous voyez, on est passé de GA à CG, et ça a pour effet de changer. Vous voyez qu'il y avait une petite boule bleue, maintenant on a une petite boule rouge, c'est-à-dire qu'on a changé un acide aminé dans la protéine.
C'est ça qu'on appelle une mutation. Et à contrario, l'épigénétique ne modifie absolument pas le message. Donc il n'y a pas de modification de la séquence, on modifie juste l'usage, la fréquence, l'activité de transcription du gène. Voilà. Tantôt il est actif, tantôt il n'est pas actif. Voilà. Donc ça c'est le domaine, ça c'est pour opposer, parce que sans mutation il n'y aurait pas de génétique. Et voilà, donc ça c'est vraiment ce qui définit, c'est le matériel de la génétique. Par contre l'épigénétique, elle, s'intéresse vraiment à tout ce qui est modification de l'expression des gènes, sans s'intéresser aux modifications des séquences des gènes. Alors les mécanismes, venons-en aux mécanismes. Donc on reprend le schéma. Donc je vous ai présenté l'ADN au départ un peu tout nu, mais en fait dans le noyau, il est accompagné de plein de protéines. Je ne vais pas entrer dans le détail. Bon, ces protéines ont un nom, les histones, et en fait c'est ce qui permet notamment de rentrer dans un espace de quelques microns, l'espace du noyau, un ensemble d'ADN. Pour ce qui nous concerne, on a dans chacune de nos cellules, on a 2 mètres d'ADN. Donc un filament qui est extrêmement fin, évidemment. Donc ces histones, ces protéines permettent d'empacter convenablement, de faire entrer l'ADN dans l'espace du noyau. Et donc c'est cet ensemble ADN plus histone qu'on appelle la chromatine. La chromatine, c'est l'état sous lequel existe en fait l'ADN dans le noyau. Il n'est pas tout seul, encore une fois. Vous allez voir, c'est important. Alors, dans le noyau, si on va un peu plus loin, en fait, la chromatine n'est pas sous le même état, quel que soit l'endroit du noyau. Donc vous avez schématiquement deux états. Vous avez la chromatine qui peut être, voilà, c'est à gauche, hein, qui est sous forme décompactée. Vous voyez que donc sont représentés, l'ADN c'est le petit fil noir qui s'enroule autour des protéines histones. Et donc à contrario, vous avez d'autres endroits du noyau où la chromatine est compactée. Vous voyez que les histones se sont rapprochés et voilà, ce qui compacte la chromatine et donc l'ADN. Et donc vous pouvez éventuellement, si vous êtes bons yeux, voir que j'ai ajouté sur les histones des petits symboles, des pentagones ou des triangles. En fait, c'est juste pour visualiser qu'il y a des marques chimiques qui sont différentes sur les histones et qui sont associées à une chromatine qui est tantôt décompactée, tantôt compactée, et ça correspond à des modifications chimiques qui sont différentes. Donc, dans la chromatine décompactée, l'ADN est très accessible, et donc, par exemple, le petit facteur de transcription, l'étoile, là, peut interagir avec l'ADN et reconnaître la séquence avec laquelle il interagit, et donc activer le gène. Le gène est exprimé. Et à contrario, quand la chromatine est compactée, le même facteur de transcription n'a plus accès à l'ADN du gène. Et donc le gène est silencieux, n'est pas transcrit. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le contrôle épigénétique de l'expression des gènes, c'est-à-dire que l'état de la chromatine, qui est soit permissive par rapport au facteur de transcription, soit réfractaire, parce que très compacté, contrôle effectivement l'expression des gènes, leur activité. Donc, à nouveau, si je reprends le schéma, donc toutes les cellules ont la même information génétique, le gène de l'insuline est présent dans toutes les cellules, mais le gène d'insuline, en fait, il est sous forme compactée dans toutes les cellules, sauf dans les cellules, certaines cellules du pancréas, où le gène où la chromatine, où se trouve le gène d'insuline, est sous forme décompactée, et ça permet l'expression du gène de l'insuline dans ces cellules. Donc voilà, donc l'épigénétique a permis de définir de répondre à cette question, que finalement des types cellulaires différents correspondent à une accessibilité différente des gènes et qui contrôlent donc une expression différente de ces mêmes gènes. Alors il y a une autre modification dont il faut que je parle. Vous voyez là, parce que d'abord elle sera importante pour la suite de l'exposé, c'est une modification qui touche directement l'ADN et non pas les histones.
Cette modification, elle s'appelle une méthylation. En fait, c'est l'ajout d'un petit groupe, une modification chimique qui s'appelle un méthyle qu'on rajoute à l'ADN, donc qui est symbolisé ici par un petit cercle rouge. Et là, on ne joue pas forcément sur la structure de la chromatine, mais si l'ADN est méthylé, en général, ça correspond finalement à ne plus rendre l'ADN accessible, et donc le gène est silencieux, comme vous le voyez à gauche. Voilà, donc là, il y a pas mal de modifications qui peuvent affecter effectivement l'expression des gènes, tantôt sur les protéines qui compactent l'ADN, ou tantôt sur l'ADN lui-même. Alors j'ai parlé de l'expression des gènes à l'échelle des cellules, mais on peut parler de contrôle épigénétique à l'échelle d'un organisme entier. Et l'exemple le plus populaire, c'est, parce qu'il parle le mieux au public en général, c'est celui des abeilles. Donc les abeilles, en fait, vous avez... donc ici, vous devez savoir qu'on distingue différentes castes, et notamment la caste des ouvrières et celle des reines. Et donc, elles se distinguent à plein de points de vue. Morphologiquement déjà, sur la taille un petit peu, et puis si on ouvre l'abdomen, eh bien, on a effectivement une reine qui est une véritable machine à pondre, hein, avec des ovaires gonflés à bloc, très actifs, et puis tandis que les ovaires sont résiduels dans l'abdomen des ouvrières. Et donc ces organismes dérivent de stades larvaires. Vous avez des larves, et en fait au départ, eh bien, on ne peut pas distinguer une larve qui va donner, ou un œuf, puisque vous avez l'œuf au tout départ, qui va donner une ouvrière ou une reine. Il n'y a pas de moyen de les distinguer. Et donc en fait, ces deux organismes, ces deux forts différents, ont les mêmes gènes, hein, là aussi, comme pour les cellules de notre organisme, les mêmes gènes, mais il y a une expression différente des gènes. Des expressions, donc les gènes en l'occurrence, et les gènes qui sont impliqués dans la croissance de la larve. Vous voyez que la larve finit par être plus grosse, hein, celle qui va donner la reine, et le développement notamment de l'ovaire, et puis d'autres choses. Donc voilà, donc en fait, c'est derrière ceci, il se cache finalement le fait que l'ADN des gènes en question est méthylé ou non. Méthylé dans le cas d'ouvrière, c'est-à-dire que ces gènes-là vont peu ou pas s'exprimer dans la larve qui va donner l'ouvrière, alors qu'ils vont bien s'exprimer, puisqu'il n'y aura pas de méthylation d'ADN de ces gènes, ils vont bien s'exprimer chez la reine. Et vous le savez éventuellement aussi, ce qui fait la différence, c'est la nutrition. C'est ce qu'on donne à manger aux larves, et notamment un composant essentiel, c'est pas exclusif, mais il y a la gelée royale, qui, comme son indique, est donnée aux larves qui vont devenir finalement les reines, d'où le terme de gelée royale, hein, et qui vont être, par des mécanismes qui ont été assez bien décrits maintenant, qui vont effectivement empêcher la méthylation des gènes qui sont importants pour la croissance de la larve et le développement de l'ovaire. Donc voilà ce qu'on peut définir comme mécanisme épigénétique de l'expression des gènes, de contrôle, hein, à l'échelle d'un organisme entier comme l'abeille. Alors on continue dans la définition. Donc j'ai mis en gras là, de manière réversible. On entend souvent qu'effectivement les modifications épigénétiques c'est réversible, ce qui font leur spécificité. Et alors la réponse elle est duale, hein. Vous voyez, j'ai mis oui et non. Alors pourquoi oui et non? Alors d'abord il faut ces fameuses marques qui sont soit sur les histones, soit sur l'ADN. Bon, elles n'apparaissent pas comme ça spontanément, hein, elles sont contrôlées elles-mêmes. Et en fait, il y a des protéines qui ajoutent des marques sur les histones, sur l'ADN, et il y a d'autres protéines qui enlèvent ces mêmes marques. Donc c'est pour ça que j'ai symbolisé ces acteurs par un crayon et une gomme, hein. Donc vous avez des protéines écrivains et des protéines effaceurs. Donc il faut bien voir que tout ça, normalement, potentiellement, effectivement, on peut ajouter et enlever des marques sur les histones et sur l'ADN. Alors un exemple de réversibilité assez basique, hein, c'est tout ce qui accompagne l'expression des gènes le long de la journée. Hein, on n'est pas le même le matin ou le soir en termes génétiques, en termes d'expression des gènes en tout cas.
Donc il y a le rythme circadien, il y a un contrôle épigénétique de l'expression des gènes qui font que vous avez des vagues de gènes qui sont exprimés pendant la période diurne et qui sont éteints pendant la période nocturne. Et donc vous pouvez voir que très symboliquement, j'ai mis cette chromatine qui peut subir des modifications qui vont activer les gènes au moment opportun de la journée. Et ensuite, ces modifications vont être enlevées et vont correspondre à une extinction de ces mêmes gènes. Et il y a pas mal de gènes qui sont contrôlés comme ça au cours de la journée. Donc voilà, donc ça c'est un exemple assez parlant de la réversibilité, puisque l'alternance jour-nuit, ça suit l'alternance jour-nuit. Alors, ah oui, je mets d'abord le mot adaptatif, donc, puisque ça en fait, ça vous montre, puisque c'est dans la définition, j'y reviens là, à propos, puisque ça permet effectivement d'adapter l'expression des gènes à notre environnement. Je parlais de l'alternance jour-nuit, mais il y a aussi le fait qu'on a des moments de prise alimentaire. Là aussi, vous savez, par exemple, le gène de l'insuline, on va effectivement l'activer après une prise alimentaire, surtout si elle est riche en glucides. Donc voilà, ça nous permet en termes d'expression des gènes de s'adapter à l'environnement quotidien. Pour beaucoup, il y a beaucoup de changements environnementaux qui sont relativement prédictibles, mais après il y en a qui sont moins. Voilà, alors maintenant, justement, je viens sur l'autre pendant pour vous dire que la réversibilité, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est dans le cadre du contrôle épigénétique de l'identité cellulaire. Donc, je vous ai dit, bon, ça se fait effectivement au cours de l'embryogenèse, hein. Les cellules vont acquérir leur destin, leur spécificité, et une fois que l'identité cellulaire est acquise, eh bien, elle est conservée au cours de la vie de l'organisme. Et vous comprendrez aisément que c'est plutôt mieux. C'est-à-dire que si un neurone devenait une cellule intestinale, ça poserait éventuellement quelques petits problèmes. Donc, il y a effectivement une persistance des marques épigénétiques qui sont responsables de l'identité cellulaire. Donc, dans ces conditions, dans des conditions physiologiques normales, hein, parce qu'il y a des conditions physiologiques un peu altérées, notamment dans le cadre du cancer, il y a une stabilité des marques épigénétiques. Donc là, effectivement, la réversibilité n'a pas droit à s'exprimer, hein, puisqu'il faut au contraire figer la signature épigénétique des cellules pour conserver leur spécificité. Alors, là, on va aborder cette partie de transmissibilité, parce qu'après, ça va évidemment, ça va être en écho avec ce qui va suivre sur le côté héréditaire, mais là, on est juste au niveau des divisions cellulaires. Quand les cellules se divisent, eh bien, on doit conserver éventuellement des marques qui peuvent se produire, alors suite à, vous voyez, une petite flèche en zigzag, là, ça schématise un stimulus, pardon, et donc vous avez une marque qui peut s'installer en réponse à un stimulus, c'est-à-dire qu'on va activer un gène. Et après, vous avez deux catégories, soit le stimulus disparaît et la marque disparaît également, soit la marque subsiste à la disparition du stimulus, d'accord ? Donc, vous voyez que, et donc, on qualifiera d'épigénétique que les secondes, c'est-à-dire celles qui subsistent après la disparition du signal. Donc, il y a cette notion de mémoire d'un événement qui perdure dans le temps. Et ensuite, si on est suffisamment exigeant, pour vraiment qualifier une marque d'épigénétique, il faut non seulement qu'elle subsiste après la disparition du signal, mais aussi après la division d'une cellule. Hein, quand une cellule donne deux cellules, eh bien, il y a transmission et donc reproduction, puisqu'il faut dédoubler les marques épigénétiques en question. Donc c'est vraiment ces marques-là que les scientifiques rigoureux parlent de marques épigénétiques. Donc des marques qui jouent sur l'expression des gènes, qui subsistent une fois le stimulus qui leur a donné naissance a disparu, et qui subsistent après les divisions cellulaires. Et donc, vous voyez, c'est tout à fait utile, effectivement, ce genre de marques épigénétiques qui sont transmises au cours des divisions cellulaires. Ça permet de maintenir l'identité cellulaire. C'est-à-dire que quand une cellule de foie se divise, elle donne deux cellules de foie. D'accord ? Donc, c'est encore une fois, la stabilité, cette fois, est importante, et la transmissibilité au cours des divisions cellulaires est absolument essentielle.
On n'a pas fini, mais bientôt. C'est une longue définition, donc je finis finalement par le début. Hein. Donc le au-dessus de, épi, traduction littérale de épi. Alors, comme j'indiquais ici, traduire, c'est trahir un peu. Donc tout ça pour vous rappeler que l'expression des gènes est lui-même sous le contrôle d'autres gènes. Hein. Je vous ai parlé de ces protéines qui ajoutent, qui enlèvent des marques épigénétiques. Vous voyez, ces protéines elles sont codées par des gènes également. D'accord ? Pas de protéines sans gènes. Hein. Donc voilà, donc il y a des gènes qui codent des protéines qui contrôlent l'expression des gènes. Donc vous voyez ça devient éventuellement un peu compliqué dit comme ça, mais donc il y a des relations réciproques entre épigénétique et génétique. Et c'est ce qui fait que, ce qui symbolise un peu ce dessin qui est sur la couverture, qui effectivement, ces relations réciproques entre génétique et épigénétique, entre expression des gènes et les gènes eux-mêmes, entre l'ADN et la chromatine, finalement c'est difficile de dire qui est au-dessus, hein, puisque d'une certaine façon c'est la génétique qui dicte l'épigénétique, puisque c'est les gènes qui contrôlent les protéines qui vont ajouter les marques épigénétiques ou les retirer, qui ont le fin mot de l'histoire. Donc d'accord, donc la génétique pourrait être considérée comme au-dessus de l'épigénétique. Mais bon, voilà. C'est juste pour vous faire cette précision sémantique pour dire qu'il ne faut pas prendre au sens littéral du terme épigénétique, voilà. Ou en tout cas, juste dans le sens que ça contrôle effectivement l'expression des gènes, mais voilà, mais c'est pas au-dessus de la génétique. Voilà, et donc on peut relire la phrase hein, maintenant. L'épigénétique, donc du grec au-dessus d'eux, est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible lors des divisions cellulaires et adaptative l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Voilà, j'espère que vous allez arriver à mieux saisir. Vous pourrez la relire chez vous, cette phrase sur Wikipédia, si elle n'a pas changé. Voilà, donc on a fait le tour de la question, et maintenant, voilà, on va se poser la question qui est un peu le cœur de la présentation, de savoir si les modifications épigénétiques sont transmissibles au travers des générations. Donc voilà, d'une génération à l'autre, quelle place pour l'épigénétique? Donc, ah oui, là j'indique qu'effectivement, c'est un véritable challenge pour moi, hein, parce que pourquoi? Parce que c'est une réalité complexe. Déjà, vous avez vu que l'épigénétique, c'est pas forcément simple. Alors, quand il s'agit d'hérédité, ça rajoute une couche de complexité. Donc, c'est difficile d'en faire appréhender l'essentiel à des non-spécialistes, hein, dans un temps raccourci comme ça. Et la contrepartie, c'est qu'il y en a qui n'hésitent pas à simplifier les choses et d'en abuser hors du cadre de la science, c'est ce que nous verrons dans la dernière partie. Voilà, mais néanmoins, je relève le challenge, je suis là pour ça. Donc, je vais juste tenter de vous donner des éléments de réflexion, au moins pour prendre conscience de cette complexité, mais ça, je crois que vous en prendrez conscience assez rapidement, et puis vous aider, surtout, ensuite, dans le futur, à questionner les idées simplistes autour de ce thème. Donc d'une génération à l'autre, voilà, schématiquement vous avez une génération, un couple, et puis vous avez la génération suivante qui est représentée par un bébé. Donc il y a un intermédiaire qui s'appelle les cellules reproductrices, ovules chez la femme, spermatozoïdes chez l'homme, qui se rejoignent lors du moment de la fécondation. Voilà. Et donc la génétique, vous savez qu'on transmet du patrimoine génétique d'une génération N, de la génération N à la génération N plus 1. Donc la question c'est de savoir, est-ce qu'on transmet également de façon parallèle des informations épigénétiques, cette fois, entre les générations successives? Ça c'est une question. Alors autant la transmission héréditaire des gènes, là c'est l'affaire, on va dire, est pliée, et donc c'est évidemment consensuel partout. Voilà, ça se discute vraiment plus. Autant la transmission héréditaire de l'expression des gènes, ça se discute encore. Et voilà, donc la science n'est pas close à ce niveau-là. Et donc le domaine de l'épigénétique est encore n'est pas les chapitres sont loin d'être écrits complètement. Alors on va se balader un peu dans le monde vivant. Je commence par un exemple assez classique chez les végétaux. Faut pas oublier que les végétaux aussi sont des organismes vivants, hein. Donc vous avez l'exemple de la linéaire commune.
donc dont une forme variante de fleurs. Je pense que vous pouvez apprécier la différence. Sans entrer dans les détails, vous voyez, au milieu du XVIIIe siècle, eh bien, il y a une forme variante qui a été décrite. Et en fait, il a fallu attendre plus de 250 ans pour savoir ce qu'il y avait derrière en termes génétiques, et même épigénétiques, puisque c'est en 99, vous voyez, juste à la fin du siècle précédent, qu'on a compris, que des scientifiques ont compris, que derrière ces deux formes de fleurs se cachaient des états d'expression différents d'un gène principal qui contrôle la forme de la fleur. Donc il y a deux états épigénétiques. Ça veut dire que génétiquement, le variant est équivalent à la plante classique. Donc vous avez un gène, peu importe son nom, qui dans la forme classique est exprimé. Vous voyez, il y a le facteur de transcription, le gène est on. Et puis, ils ont montré que c'était justement, à nouveau, la méthylation de l'ADN qui, dans la forme variante, rendait le gène silencieux. Et donc, les conséquences, c'est d'avoir une forme de la fleur complètement différente. Voilà, alors, on veut parler d'hérédité, donc effectivement, alors on ne sait pas, c'est un petit peu le sens du point d'interrogation autour de petit éclair rouge, là, on ne sait pas ce qui, dans l'environnement, peut-être maintenant d'ailleurs, mais en tout cas je ne sais pas moi, et on ne le savait pas a priori depuis... Enfin, l'observation, je veux dire, c'est une observation naturelle, hein, ça a été un variant qu'on a découvert dans la nature, donc on ne sait pas vraiment l'événement qui a déclenché l'apparition de ce variant. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que quand les gens ont ensuite fait des générations, de nouvelles générations avec le variant, ils ont pu voir que le variant se transmettait. D'accord, au cours des générations. Donc, que l'extinction du gène qui contrôle la forme des fleurs, eh bien, il est stable au travers des générations de plantes. D'accord. Et donc, il y a bien, du coup, une hérédité génétique, ça valide ça. Donc, la méthylation de ce gène est transmise au cours des générations et le gène est éteint au cours des générations. Donc c'est bien, on valide, on dit que c'est bien d'hérédité épigénétique. La séquence, elle, est toujours la même, la séquence du gène. Et puis, on sait aussi pour d'autres que ça peut être, c'est réversible. C'est stable, mais à faveur d'autres événements aussi, on peut revenir à l'état antérieur. Donc voilà, on a bien un exemple de quelque chose qui est héréditaire de façon épigénétique, mais qui peut être réversé, c'est-à-dire on peut revenir à une forme non méthylée du gène et revenir à une forme florale classique. Autre exemple, aussi qu'on utilise assez classiquement pour parler d'hérédité épigénétique, c'est un petit ver de taille millimétrique qu'on appelle Caenorhabditis elegans. Donc vous avez une photo, voilà. Et il y a eu plein d'expériences avec ce petit ver. Et parmi les premières oui, dans celles qui nous intéressent ici, c'est par exemple de soumettre une génération à un régime différent, c'est-à-dire soit une nourriture abondante, voilà, soit un jeûne sévère, hein, c'est ça le stimulus, juste une génération. Et puis on regarde quelques générations plus tard, en l'occurrence dans le schéma on voit 3 générations plus tard, et on voit que quand on compare ce qu'on appelle la F3, la 3e génération, selon l'origine des parents, selon ce qu'ont subi les parents, eh bien on voit que la F3, les 3e générations, vit plus longtemps et plus résistante au stress thermique. Voilà, dans la F3 qui provient de la génération F0 qui a été stressée par un gène sévère. Donc il y a effectivement un effet au-delà de la première génération. Et donc on a décrit ce qui était en cause là-dedans. Alors donc j'en ai pas parlé ici, mais il y a aussi des petits ARN qu'on dit non codants, c'est-à-dire qu'ils ne spécifient pas de protéines, mais qui ont un rôle dans le contrôle de l'expression des gènes. Et ces petits ARN non codants, c'est eux qui vont activer certains gènes, sont transmis à travers la lignée des cellules reproductives de génération en génération, et c'est eux qui sont responsables de la stabilité de l'expression des gènes au cours des générations, et qui font que la 3e génération
est affecté par ce qui s'est passé à la génération parentale. Donc là aussi, on parle d'hérédité épigénétique. Voilà. Hein. Ça correspond tout à fait à ce qu'on attend pour l'hérédité épigénétique. On n'a pas modifié la séquence, on a juste des modifications, ici des petits ARN qui sont des vecteurs et qui permettent de transmettre l'information épigénétique au travers des générations. Revenons aux abeilles, puisque c'est intéressant d'y revenir à ce moment-là, d'exposer. Vous voyez, donc vous vous rappelez, hein, il y a la gelée royale qui fait que les larves deviennent des reines. Voilà, donc là aussi, on est puisque en écho avec ce que j'ai dit avant, hein, là c'est un régime alimentaire qui est responsable d'une transformation absolument énorme à l'échelle de l'organisme. Et si on pense à la génération d'après, bon, il faut inclure un petit faux bourdon hein, quand même pour la génération d'après. On refait le cycle. Eh bien, comme vous le savez, comme j'ai indiqué ici, une reine ne donne pas des reines. Hein. C'est-à-dire que l'état épigénétique qui définit la reine n'est pas transmis à la descendance. Donc là, c'est le contre-exemple. On a quelque chose d'épigénétique qui est absolument fondamental, qui fait des transformations absolument essentielles dans un organisme. Et par contre, quand la reine se reproduit, puisque c'est elle qui se reproduit, qui fait la génération d'après, on repart à zéro, on refait des ouvrières, notamment. Donc vous voyez bien que là, il y a ce qu'on appelle une reprogrammation épigénétique. Voilà, les modifications épigénétiques qui étaient portées par la reine ne sont pas du tout transmises à la descendance. Donc il n'y a pas d'hérédité épigénétique, clairement ici. Donc on revient à nous autres humains. Bon, mais pour donner une chose assez générale hein, qui ne concerne pas que les humains, hein, évidemment, c'est que à chaque génération, eh bien, il faut refaire un organisme complexe. Hein. Donc il y a différents types cellulaires qui nous caractérisent, qui sont établis au cours de l'embryogénèse. Et donc il faut repartir d'une cellule, une seule cellule, la cellule œuf, issue de la fécondation entre un ovule et un spermatozoïde, pour recréer ensuite toute la diversité d'expression des gènes, pour recréer toute cette diversité des profils épigénétiques qui caractérisent toutes nos cellules. Voilà, donc c'est pourquoi, globalement, j'indique qu'on efface tout et on recommence. Alors j'ai dit presque, parce qu'effectivement on n'efface pas tout. Il y a des marques épigénétiques qui subsistent, qu'on connaît, hein. Mais le gros, en tout cas tout ce qui concerne les gènes qui sont impliqués dans ce qui fait l'identité des cellules, tout ça c'est effacé. Et donc il y a une reprogrammation épigénétique. Et cet effacement se fait en fait en deux étapes. Au niveau du moment où on fait les cellules reproductrices, d'accord ? On efface vraiment toutes les marques épigénétiques. Et aussi au cours de l'embryon, mais très très précoce. On efface tout, et là on peut réinstaller les marques épigénétiques au cours du développement d'embryon pour effectivement spécifier tel ou tel type de cellule. Donc vous voyez que cette barrière, ça contrecarre l'hérédité épigénétique chez les mammifères et chez l'homme en particulier. C'est plutôt un gros obstacle. D'accord ? Alors, malgré tout, est-ce que, on peut poser la question, hein, malgré tout, j'ai dit que tout n'était pas effacé, alors il y a des choses qui, notamment, on contrôle certaines choses qui sont absolument, il faut absolument les contrôler, tout au long, même dans les cellules sexuelles et dans l'embryon, il y a des choses qui doivent être contrôlées, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas effacées, dans des petits endroits du génome. Alors, néanmoins, est-ce que de l'information génétique peut être transmise entre les générations, c'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'une partie du vécu, de l'acquis des parents, peut se transmettre à la descendance? Alors, effectivement, c'était un petit peu ce qui était... maintenant, il y a pas mal d'années, hein, c'était un peu ce qui faisait les titres de certains journaux ou magazines. Donc vous voyez, là j'aurais pu en mettre des dizaines, hein, mais des trucs très, très variés, puisqu'on passe de Féminin Mincir au Monde et à Time. Hein. Voilà, donc voilà, mais c'est pour vous dire que ça
perfusé dans tous les médias, et l'idée que, si je me concentre juste à la couverture de Time, pourquoi votre ADN n'est pas votre destin. Donc c'est la traduction, hein, la nouvelle science de l'épigénétique révèle comment les choix que vous faites peuvent changer vos gènes, ok, et ceux de vos enfants. Voilà, c'est un raccourci parce qu'on ne change pas vraiment les gènes, hein, comme je l'ai dit, on ne change pas la séquence des gènes, on change l'expression des gènes. Mais bon. Alors voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu un fort écho médiatique, et il y en a toujours un qui est latent, à ce propos. Donc, alors évidemment, il y a eu quand même des choses qui ont été faites du domaine, du côté science, hein, qui ont été la base de cette popularité en termes de médias. Et vous voyez ici, là, il y avait un magazine plus spécialisé qui effectivement, je l'ai traduit à nouveau, qui disait que l'ADN n'est pas le destin, la nouvelle science de l'épigénétique, les découvertes de l'épigénétique réécrivent les règles de la maladie, de l'hérédité et de l'identité. Donc on réécrit tout. Hein, voilà, avec l'épigénétique, tout ce qu'on savait avant peut être remis en cause, ou enrichi notablement. Et donc, dans cet article, pour illustrer leurs propos, ils ont mis une photo, en fait, de deux souris, l'une étant la mère de l'autre. Et donc, on vous dit, un petit peu à l'image de ce que je vous ai décrit pour les abeilles, hein, qu'il y a un seul changement de régime alimentaire a permis de faire que la souris jaune et obèse que vous pouvez voir a donné à un jeune qui a une constitution normale, de souris normale. Donc voilà, donc évidemment ça frappe un petit peu l'imaginaire, hein, et est-ce qu'on peut parler effectivement d'hérédité épigénétique dans ce cas? Alors là je suis obligé de faire raconter un peu une histoire pour vous faire comprendre quelque chose une subtilité quand même qu'on va effleurer en tout cas. Donc là, cette souris jaune, elle est effectivement apparue de façon spontanée. Là aussi, on ne sait pas trop c'est pourquoi, hein, toujours pareil. Et donc, vous voyez, en 1960, c'est vieux maintenant. Et donc, parmi une colonie de souris au pelage brun, il y a une souris au pelage jaune. Mais elle n'avait pas que le pelage qui était changé. D'abord, je vous ai dit qu'elle était plutôt obèse. Et puis, elle était susceptible au diabète et à certains cancers. Enfin bref, la vie n'était pas cool pour les souris jaunes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un événement génétique. J'insiste, c'est un événement génétique. Vous voyez, j'ai mis... Alors, il y a un gène qui s'appelle agouti. Bon, peu importe. Vous voyez, j'ai mis donc sous les souris brunes, là, vous avez la séquence d'ADN, et puis j'ai juste encadré cette portion qui correspond à ce gène, qui s'appelle agouti. Et puis, vous voyez, à gauche, vous avez un petit rectangle à côté, un petit rectangle rose. Et en fait, ce petit rectangle, c'est en fait un élément génétique qui est venu s'insérer non loin du gène agouti. C'est des petits éléments qui ont la particularité de pouvoir bouger dans notre ADN, avec une très faible fréquence, mais ça arrive. Donc là, il y a eu un accident génétique, entre guillemets, qui a positionné ce petit élément à côté du gène agouti et qui a entraîné une perturbation de son expression. Donc la situation normale, vous avez une expression de la protéine agouti à un taux normal, et l'insertion de ce petit élément génétique a abouti à déréguler ce gène et à faire en sorte qu'il s'exprime de façon frénétique, cette fois, et on surexprime le gène, donc on produit en surdose la protéine en question, ce qui, parce que cette protéine a des fonctions, perturbe l'ensemble de l'organisme. Voilà. Et là, c'est donc un événement génétique, donc qui a été... on n'est pas dans l'épigénétique, d'accord? Alors, l'influence du régime alimentaire, parce que c'était ça qui était valorisé dans cet article. Donc vous avez une génération N, ici vous avez une souris jaune obèse, et si on donne un régime normal, la génération N plus 1, elle donne le même type de souris, hein, globalement, qui surexprime toujours le gène agouti. Et si vous lui donnez un régime différent, cette fois supplémenté en quelque chose que vous pouvez éventuellement connaître, qui est la vitamine B9, qu'on appelle aussi l'acide folique, bon, qui est impliqué en fait aussi dans ce qu'on appelle le métabolisme, qui va conduire à générer ces petites modifications sur l'ADN, hein, la méthylation. Eh bien, dans ce régime supplémenté en acide folique,
il a la même altération génétique, entre guillemets, mais, donc elles sont génétiquement identiques, hein, mais le petit élément génétique qui est à côté est méthylé. D'accord? Donc l'acide folique permet, en excès dans l'alimentation, permet de conduire à la méthylation et donc rendre silencieux ce petit élément génétique et faire en sorte que le gène agouti reprenne une vie normale, on va dire, et donc produit de façon normale, sans être perturbé par ce petit élément génétique à son voisinage. Voilà, donc avec le régime alimentaire, on peut finalement forcer la génétique, c'est-à-dire on peut éteindre les conséquences de cet accident génétique. Donc les deux souris, encore une fois, sont génétiquement identiques, c'est juste le régime normal ou supplémenté qui fait la différence. Alors, elles sont donc épigénétiquement différentes. Voilà. Et donc, il ne faut pas oublier que, évidemment, j'ai parlé de femelle gestante, donc en fait, la femelle elle-même, elle n'est pas affectée par le régime, hein, elle est toujours jaune, obèse et tout ça. Par contre, ce qui a été impacté, je le montre ici, hein, il ne faut pas oublier l'embryon. Il y a un paquin évidemment, mais il y a l'embryon qui est dans la femelle gestante. C'est lui qui a subi, entre guillemets, l'influence du régime. Donc, on ne peut pas parler d'hérédité épigénétique, hein, au sens strict, puisque finalement, j'ai fait le parallèle avec les abeilles. Hein. Les abeilles, bon, vous avez la même larve, selon le régime, on va donner une ouvrière ou une reine, et bien l'embryon de souris, qui est dans la souris porteuse, hein, et bien selon le régime qu'on va lui donner, finalement, à travers sa mère, certes, mais c'est lui qui en subit les conséquences, on y va donner soit une souris plutôt jaune et obèse, soit une souris plutôt brune et normale. Voilà, donc en fait, on a là un phénomène de persistance, hein, de marques épigénétiques qui s'installent au cours de la construction de l'organisme et qui vont persister dans l'organisme adulte. Donc non, on n'a pas du tout de transmission, c'est pas un effet héréditaire du tout. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que là je vais juste une diapositive, hein, c'est que ces histoires de conséquences du vécu, pas que le régime alimentaire, parce qu'évidemment ça c'est important, mais pas que, sur le devenir de l'individu de la génération N+1, ça c'est tout un sujet d'étude en lui-même, hein. C'est ce qui s'appelle, c'était le concept qui a été développé il y a pas mal d'années maintenant, qui s'appelle les origines développementales de la santé, c'est-à-dire que notre propre santé est dépendante éventuellement plus ou moins de notre vécu durant notre vécu dans le ventre maternel. Voilà ce qu'avait titré Time, hein, comment les 9 premiers mois façonnent le reste de notre vie. Donc voilà, et après j'ai indiqué qu'effectivement, selon le régime alimentaire ou d'autres choses, on peut avoir un impact sur l'individu. Voilà, donc ça, effectivement, ça donnait un domaine d'étude à part entière. Il y a tous des laboratoires qui sont dédiés à ce sujet, et évidemment, les marques épigénétiques qui peuvent mémoriser qui, comme j'ai indiqué, peuvent mémoriser certains événements, sont évidemment parmi les premiers caractéristiques moléculaires dont on pense qu'elles sont importantes dans l'effet à long terme de ce que vit l'embryon et le fœtus dans le ventre maternel. Voilà, alors là aussi, hein, c'est de la persistance, il n'y a pas de transmission en proprement dit, c'est ce qui se passe au niveau du fœtus qui perdure une fois qu'il se développe jusqu'à l'organisme adulte. Alors, est-ce qu'il y a quand même des cas où on peut décrire des phénomènes héréditaires chez l'homme? Donc, les grands classiques, si vous regardez rapidement, hein, on parle toujours de cette fameuse expérience malheureuse, hein, à la fin du deuxième conflit mondial, qui a fait que une grande partie de la population néerlandaise a été exposée à une famine, hein, du fait d'un blocus des Allemands. Et donc, parce qu'on fait, les expériences chez l'homme, c'est des expériences soit naturelles, soit liées à des événements comme celui-ci, hein. Donc, les conséquences ont été regardées par certains. Et en fait, on comparait la descendance des femmes qui étaient soit enceintes pendant la famine, soit qui ont conçu après la famine, soit
qui ont accouché avant la famille. Donc il faut avoir des groupes contrôle, hein, à peu près équivalents génétiquement aussi. Voilà. Et donc vous voyez qu'effectivement, il y a eu, en termes d'indice de masse corporelle, même dans les petits-enfants, ou de susceptibilité à certaines maladies, des modifications qui étaient statistiquement, normalement, valides, différentes. Alors, est-ce qu'on peut parler de transmission épigénétique dans ce cas? Alors, vous voyez qu'on est toujours un peu exigeant en sciences, puisque la réponse est plutôt non, parce que on exige, un peu comme pour ce que je vous ai montré pour les cellules, mais là c'est plus compliqué. Quand on a effectivement une mère qui a un fœtus, ce fœtus a déjà très tôt, en fait ça se fait très tôt au niveau de l'embryogenèse, il a déjà les cellules qui vont donner les cellules sexuelles sont déjà formées. Donc on estime, c'est un peu l'image des poupées russes en dessous, qu'il y a 3 générations en une. Il y a la génération maternelle, il y a le fœtus et il y a les cellules reproductrices qui sont composées dans le fœtus. En fait, finalement, ça fait directement ou indirectement 3 générations exposées. La première génération, donc la mère, le fœtus et finalement la génération issue des cellules sexuelles, des cellules reproductrices du fœtus. Donc on estime, puisqu'il y a cette notion pour l'épigénétique qu'on doit avoir des choses qui mémorisent en dehors quand le stimulus a disparu, hein, quand ce qui a enclenché le processus a disparu, une supplémentaire qui n'a pas été du tout exposée pour véritablement parler de transmission épigénétique. Donc dans ce cas-là, on peut expliquer tout par des choses qui ne sont pas vraiment au sens strict. Hein. Bon, ça peut paraître provocateur, mais enfin au sens strict, c'est pas pour maintenant. On est très rigoureux par rapport à ça, de dire que non, ce n'est pas encore. On ne peut pas parler d'hérédité épigénétique dans ce cas-là. Alors il y a aussi un autre exemple très, très médiatisé qui est, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, bon, des exemples de famine dans le monde, il y en a eu, vous le savez, en Chine ou ailleurs, enfin, ou en Afrique, il y a eu deux études qui ont vu des choses aussi. Hein. Et puis il y a l'effet, alors là, j'ai rajouté une notion qui s'appelle l'effet transgénérationnel, puisque si je reviens ici, oui, tout ce qui est en rose, là, ce qui correspond aux générations exposées, on parle d'effets intergénérationnels, et pour parler de transmission épigénétique, il faut attendre la génération supplémentaire, et là on parle d'effets transgénérationnels, c'est-à-dire qu'on rajoute une étape de plus. Alors ici vous avez un schéma, vous voyez c'est les hommes, donc là on a besoin, puisque évidemment on n'a pas le même schéma que pour une femme enceinte, hein, donc là il suffit d'attendre 2 générations pour parler d'hérédité épigénétique. Et donc c'est l'exemple d'Overkalix, un petit village au nord de la Suède, où il y avait beaucoup de choses qui avaient été consignées, voilà, des registres, qui a permis d'analyser les choses, notamment en termes de nutrition d'une première génération. Vous voyez qu'il y a des générations qui étaient exposées à des récoltes plus ou moins abondantes, et on a pu regarder au bout de 2 générations ce qui se passait et on voyait effectivement qu'il y avait des différences en termes de mortalité ou de susceptibilité à des maladies dans les petits-enfants, les petits-fils, par rapport, selon qu'ils dérivaient d'un grand-père qui avait été nourri abondamment ou peu. Et d'ailleurs, c'était à l'avantage de ceux qui avaient été nourris, qui descendaient de grands-parents qui étaient plutôt qui étaient peu nourris, hein, d'accord. Donc ça donnait un avantage à la 2e génération. Voilà, donc c'est des choses qui ont été publiées il y a maintenant plus de 20 ans. Ça a été revu. La dernière publication que j'ai vue, là je n'ai pas réactualisé dernièrement, mais c'est en 2018. Donc ils ont revu avec une cohorte un peu plus grande. Ils n'ont pas reproduit tout à fait les mêmes résultats. Ils ont aussi intéressé au cancer. Donc bon, voilà, pour vous dire que tout n'est pas assis de façon robuste, mais j'ai juste traduit une de leurs conclusions. Hein. Ils disent: nos résultats confirment l'existence d'une voie transgénérationnelle de la lignée masculine, mais nous aimerions être prudents quant aux mécanismes spécifiques. Ça veut dire que, bon, ils ont des choses, mais bon, ils ne se lancent pas trop sur le fait qu'il y a une transmission, une hérédité épigénétique. Voilà, donc c'est les auteurs eux-mêmes, hein, c'est pas moi. Hein. Voilà.
Et sachez qu'effectivement, dans ce genre d'études, il y a quand même il y a des trucs un peu troublants, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est uniquement les petits-fils des grands-pères. Voilà, enfin bon, ça marche pas avec les grands-mères et les petites-filles ou les petites-filles et les grands. Enfin voilà, donc c'est assez compliqué. Quand on regarde dans le détail, les choses sont beaucoup plus subtiles que ça. Et donc c'est pour ça que les gens deviennent de plus en plus prudents. Parce qu'il y a toujours l'exaltation des premières études et après, bon. Alors bon, des études comme ça, il y en a eu plein. Et donc, c'est intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle des méta-analyses. C'est-à-dire qu'il y a des gens ensuite qui prennent toute la littérature et qui disent ben, qu'est-ce qu'on peut résumer de tout ça, hein, parce que c'est compliqué, les études. Non, personne ne va lire toutes ces études. Par contre, ceux qui font une méta-analyse, ben, ils vont se cogner les études. C'est pas un boulot, c'est un boulot ben, qui fait qu'on fait une publication quand même à la fin. Et donc là, dans ce cas-là, dans cette méta-analyse, ils ont regardé s'il y avait des preuves d'une potentielle hérédité transgénérationnelle d'effets sur la santé chez les humains et les animaux. Et donc ils ont évalué les niveaux de preuves et l'état de la science. Donc ils ont regardé, parmi toutes les études, les milliers d'études qu'il y avait, ils en ont retenu à peu près 250 qui étaient pertinentes, près de 50 chez les humains et le reste chez les animaux, ou qui rapportent des effets, ils rapportent des effets transgénérationnels, c'est marqué dans le titre en général. Et ils ont quand même le classé par niveau de preuve, catégorie. Enfin, ils ont fait tout un travail, c'est un article conséquent. Ils ont fait avec des critères assez objectifs de classer tout ça. Et vous voyez, c'est toute une littérature, j'ai juste mis, on ne va pas tout lire, hein, mais c'est tout plein d'événements, d'environnements différents. Hein. Ça va des radiations, des régimes alimentaires, différentes molécules, pesticides, bisphénol, des stress, des traumas, on en reparlera, comme l'Holocauste. Et puis on a regardé plein de paramètres hein, dans ces études, des effets sur la reproduction, sur la mortalité, sur des différents effets en termes de maladies, sur le poids corporel, le métabolisme, etc. Et donc, le résumé de cette étude, c'est que finalement, il y a peu de données qui, en évaluant la même exposition, c'est-à-dire par exemple les rayonnements X, ont trouvé des résultats similaires. Hein, voilà. Donc déjà, il y a une hétérogénéité des résultats. Donc chaque étude peut être plus ou moins valide, mais après, au bilan, quand on les compile, pour la même exposition, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Donc ça pose un peu de problème. Donc ils ont effectivement identifié des problèmes qui sont liés parfois à la conception des études, à leur conduite, et voire même à leur rédaction. C'est tout un cheminement, la science, hein, on doit être objectif et rigoureux de la conception à la rédaction des résultats. Donc ils ont vu qu'il y avait évidemment des petits problèmes, et donc l'hétérogénéité des biais et les biais des résultats donc limitent au bilan les preuves en faveur d'effets transgénérationnels, et donc ils sont positifs, ils disent qu'il faut prendre en considération tous ces biais, ces limites pour que les données ultérieures soient meilleures, et voilà. Donc ça c'est une revue qui date de 2018, les choses ont un peu évolué depuis, c'est-à-dire que les exigences pour ce genre de publication sont de plus en plus importantes. Voilà, donc pour résumer cette deuxième partie qui est un peu lourde à digérer, j'en conviens, donc il y a des situations variées dans le monde vivant, je vous ai parlé des plantes, il y a des cas d'hérédité épigénétique dans les plantes, il y en a plein. Ce petit ver millimétrique, là, Caenorhabditis elegans, il y a aussi plein de travaux intéressants. Et puis à contrario, je vous ai montré que chez les abeilles, ça marche pas comme ça, et que chez les mammifères, globalement, ça marche pas trop comme ça non plus. Alors, et juste, là, je finis quand même, oui, je rajoute ça, parce qu'il y a une publication qui est sortie très récemment, en février, qui interpelle la communauté, moi en particulier, où ils ont montré qu'effectivement, chez la souris, ils pouvaient transmettre de façon héréditaire la méthylation de certaines zones dans l'ADN. Alors, donc effectivement, là il faut. D'abord, c'est dans une très bonne revue scientifique et émanant d'une très bonne équipe scientifique, donc évidemment tout à fait à considérer. Donc voilà, il y a eu beaucoup de commentaires. La seule chose, c'est que maintenant, toujours pareil, il y a une étude importante qui sort. Les scientifiques apprécient les études qui secouent un peu les dogmes. Maintenant, ils n'ont pas répondu à certaines questions, ils n'ont pas élucidé qu'est-ce qui servait à la mémoire de cette méthylation d'ADN. Et puis, surtout, la façon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la façon dont ils ont induit
la méthylation dans la première génération est tout à fait artificielle. Ils ont introduit un morceau d'ADN, ils l'ont retiré, enfin bref, c'est des choses qui ne se produisent pas du tout comme ça dans la nature. Donc la question est de savoir est-ce que c'est généralisable à d'autres gènes et dans des conditions naturelles. Donc voilà, donc il y a une étude qui est sérieuse, hein, voilà, il n'y a pas de problème, qui montre ça, mais avec des bémols, c'est-à-dire est-ce que c'est extrapolable effectivement, voilà. Donc il va y avoir d'autres études, comme j'ai noté, c'est une affaire à suivre. Et donc voilà, donc malgré le peu de données scientifiques qui sont en faveur d'une hérédité épigénétique chez les humains, chez les mammifères en général, chez les humains en particulier, cette idée que l'hérédité ne se limite pas aux gènes est devenue quand même très populaire, hein. Parce que ça a l'attrait de la nouveauté, hein. On aime bien la nouveauté, les humains aiment bien ce qui interpelle et qui est neuf, et donc la tentation est, comme j'indiquais, est assez grande pour certains de prendre des libertés avec les faits, et donc de tirer à part des interprétations très simples, voire simplistes, et sont certaines fausses, d'une réalité qui est très complexe. Et donc voilà, donc c'est le dernière partie, qui va être plus court que la seconde, je vous rassure. Je vais quand même faire un petit break hydratation. Donc, épigénétique hérédité chez l'homme, donc au-delà de la science, donc je vais m'intéresser à l'exemple de la psychogénéalogie. Donc la psychogénéalogie, ou ce qu'on appelle analyse transgénérationnelle, bon, c'est très populaire depuis pas mal d'années. Là, j'ai juste mis, si vous pouvez réécouter, hein, parce qu'il y a une série d'émissions sur France Culture autour de ça, qui avait été diffusées en 2005 et qui ont été rediffusées à la fin de l'année dernière. C'est pour ça que j'en parle. Je pense que c'est toujours dans les podcasts. J'ai juste mis, il y a 5 épisodes, et j'ai juste mis une phrase qui m'a interpellé, c'est la psychogénéalogie, qu'on voit sur le site, hein, émet l'hypothèse que notre vie serait influencée par les expériences des générations antérieures. Alors un événement vécu par un ancêtre 5 ans, 100, 1000 ans auparavant pourrait guider nos choix à notre insu. Voilà, donc ils y vont assez lourd, hein. On peut réagir à ça. Alors voilà, donc ça c'est voilà, c'est un peu extrême, mais bon, c'est écrit sur le site de France Culture. Voilà, donc à contrario, il y a d'autres médias comme Marianne, donc justement en écho à cette émission qui était rediffusée, on parle de la psychogénéalogie sur France Culture, une pseudo-science à la mode. Voilà, en fait, il n'y a pas que sur France Culture, il y a aussi d'autres médias qui ont fait la part belle à la psychogénéalogie. En 2 mots, parce que c'est tout un sujet en soi, hein, la psychogénéalogie, c'est de trouver, vous savez, bon, c'est les psychogénéalogistes, si vous allez consulter, hein, ils vont refaire avec vous une sorte d'arbre généalogique, pas un arbre généalogique au sens strict, hein, mais on a bien la filiation, et puis ils vont surtout essayer de repérer des événements qui vous concernent vous, ce pourquoi vous allez en fait voir un psychogénéalogiste. Vous avez un problème à régler en général, et puis en remontant, ils vont trouver des choses qui vont parler, et là, il se trouve que voilà, c'était quelqu'un qui avait un cancer des testicules, et on a retrouvé dans son ascendance un de ses grands-parents, qu'un de ses grands-parents ait reçu un coup de pied de chameau au testicule. Bon. Ça, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle un génosiogramme authentique, hein, voilà. Alors, voilà, donc, ensuite, en plus, il a déclaré son cancer au même âge que le grand-père qui avait reçu le coup de pied en question. Donc, l'affaire était tordue. Il y avait d'autres... elle était conclue, hein, voilà, ça parlait aux psychogénéalogistes, ça parle... Voilà, c'est effectivement l'un est la cause de l'autre. Donc, c'est le fameux syndrome d'anniversaire, des événements qui se reproduisent, voilà. Et en fait, c'est un peu, comme j'ai mis ici, comment donner du sens au hasard, parce que effectivement c'est en général le hasard qui prévaut. Alors il y a un ouvrage voilà, qui a été, vous voyez, plus de 400 000 exemplaires vendus, donc c'est ce qui a lancé vraiment la psychogénéalogie en France, de Anne-Ancelin Schulzenberger, qui est morte il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans je crois, ou 3. Et voilà, donc ça c'est vraiment le book. Pour vous dire que ça a du succès, hein, quand même. Aïe mes aïeux, mais pas que, il y a plein de livres, hein. Voilà. Et alors je signale aussi
vous devez connaître éventuellement le cortex, les zététiciens languedociens. Et donc, il y a un des membres fondateurs, Nicolas Gaillard, qui a écrit et qui a publié l'an passé le seul ouvrage qui fait un peu la critique de la psychogénéalogie. Donc, je recommande la lecture, que j'ai lu moi-même et qui est très bien fait. C'est vraiment un ouvrage avec une investigation avec des critères objectifs tout à fait comme font que ne renieraient pas les scientifiques, et très bien sourcé. Voilà, donc c'est une pratique qui n'est absolument pas valide, qui est absolument pas valide par la science, pas validée par la science, mais qui est néanmoins en quête de légitimation scientifique. Et évidemment, l'épigénétique, ça a fini par percoler dans le cerveau de certains psychogénéalogistes. Donc voilà, donc là je ne vais pas lire non plus, mais juste pour vous dire que dans des ouvrages ou des articles récents, c'était en 2021 ça, voilà, on parle de la science, parce que du coup, on parle de la science, pas que de l'épigénétique, mais pas mal d'épigénétique, et notamment c'est sur un blog, là on voit épigénétique, la psychogénéalogie vient-elle de gagner ses lettres de noblesse? Donc voilà, donc en fait c'est l'épigénétique, des résultats de l'épigénétique, dans le sens épigénétique hérédité, validerait la psychogénéalogie. C'est aussi parce que là j'ai repris ça, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui a fait pas mal parce qu'il était normalement prédisposé au Goncourt, j'ai cru comprendre. Enfin, en tout cas, donc c'est une histoire de mémoire, de saga familiale. Et effectivement, dans différents commentaires que j'ai pu voir, on parle des révélations récentes de l'épigénétique. Et même sur France Info, il y a une phrase, nous dit l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Que les généticiens ont observé qu'un seul trauma peut modifier le comportement d'un gène sur 14 générations. Alors sur 14, je ne sais pas d'où il sort ça, mais bon. Voilà. Donc voilà, non, mais je veux dire tout ça pour dire que ces gens, ils sont écoutés. Hein, Camille de Toledo, il a du succès, et voilà. Vous pouvez trouver, alors après, si vous fouillez, vous faites psychogénéalogie épigénétique, il y a plein de choses, il y a des vidéos. Bon, il y en a une, j'ai pris celle-là parce qu'effectivement, il y a un docteur en biochimie qui vient discuter avec une psychogénéalogiste. Évidemment, ça donne du crédit. Hein. Bon, il n'est absolument pas spécialiste en épigénétique, mais bon, voilà, il travaille en recherche-développement dans une entreprise. Voilà, mais il est biochimie, il était docteur en biochimie. Donc voilà, on n'hésite pas à mettre des cautions scientifiques diverses et variées. Vous avez aussi une autre personne qui s'appelle Natacha Caestrémé, que vous devez éventuellement connaître parce qu'elle est médiatiquement très 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 visible. Et là, j'ai juste repris ce qu'elle avait dit lors d'un échange avec Jean-Marc Morandini sur CNews, que je ne regarde pas trop par ailleurs, mais bon. Voilà, donc il y a Natacha Caestrémé qui dit « En fait, l'épigénétique, je l'explique dans mon livre, puisqu'elle fait la promotion de son ouvrage à l'époque, montre combien on peut hériter d'une épreuve de nos parents, de nos grands-parents, que ça s'inscrit dans nos gènes sont transformés, et donc on va hériter, et moi... » Alors il interrompt en disant « On porte le poids du passé. » On porte une épreuve qui n'avait pas été réglée par nos parents ou nos grands-parents et qui nous a été transmise malgré nous. L'épigénétique le montre, c'est scientifique. Sur le plan psychologique, on parle de transgénérationnel. Voilà. Donc voilà, et donc c'est des gens qui sont très écoutés, hein, attention. Je ne parle pas de petits gourous obscurs dans un coin de la campagne, non. Voilà, donc là, j'ai pas eu le temps, j'ai mis ça un peu pour moi, mais parce qu'elle a sorti encore un nouvel opus, se donner toutes les chances, elle est très prolixe. Hein. Et alors effectivement, là, ce qui interpelle, c'est qu'elle a réussi à mettre des noms de docteurs, tout ça. Bon, je ne me suis pas renseigné sur tout le monde, mais il y a un nom que je connais, qui est Isabelle Mansuy, qui est une chercheuse, hein, qui est docteur en biologie moléculaire, comme indiqué, professeur en épigénétique, c'est médiatiquement connu aussi, il y a des vidéos sur elle. Donc moi, ça me pose des problèmes parce que, bon, je ne sais pas ce qu'il raconte là-dedans, hein, et comment le deal s'est fait. Mais bon, moi, j'aimerais pas retrouver mon nom associé à celui de Natacha Caestrémé, voilà. Donc, bon, je sais pas comment ça a été conclu, ce contrat entre Isabelle Mansuy et Caestrémé. Voilà, alors évidemment, là aussi, il y a des exemples qui pouvaient alimenter ce discours, et je vais me consacrer à un qui a été beaucoup médiatisé, ce qui était le cas de la transmission éventuellement du traumatisme de l'Holocauste. Donc il y a eu des titres, hein, envoyés dans Le Monde de section sciences, la Shoah, un traumatisme héréditaire. Poum.
Et puis, dans le The Guardian, donc tout ça, c'était quand même des quotidiens respectables. Hein. L'étude des survivants de l'Holocauste révèle que le traumatisme se transmet aux gènes des enfants. Vous avez le Huffington Post aussi, voilà, toujours transmet génétiquement. Voilà. Slate aussi, bon, il y en avait plein. Hein. Donc, effectivement, là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, c'est plus pour moi que je garde des traces, pour ne pas avoir à les rechercher à chaque fois. Vous avez des articles qui sont scientifiques, qui ont alimenté ces commentaires. Hein. Donc vous avez Rachel Yehuda, qui est une chercheuse tout à fait respectable, attention, hein, qui travaille à New York, voilà, qui est très axée sur le stress post-traumatique. Hein. Et donc elle et son équipe ont publié quelques articles à l'époque qui montraient qu'il y avait... Bon, d'abord, l'observation, c'est que, ça c'est vrai, hein, il y a une augmentation du risque de développer anxiété et dépression chez les enfants des survivants de la Shoah. Ça, c'est le matériau, au départ. Et donc, c'était corrélé à des modifications épigénétiques, en l'occurrence encore de la méthylation d'ADN, de gènes impliqués dans la réponse au stress. Donc, il y a des corrélations. Alors, après, sur la valeur statistique, on peut toujours discuter, mais bon, c'était publié, voilà. Et donc, est-ce que derrière cette corrélation, il y avait un lien de causalité? Est-ce qu'il y avait une transmission épigénétique de quelque chose qui était responsable de l'anxiété et de la dépression chez les enfants? Alors, ah oui, juste, je reviens sur la diapo d'avant, c'est, vous voyez, c'est pour un petit commentaire liminaire, c'est que, vous voyez que dans le HuffPost ou le Slate, on a dit, se transmet génétiquement, vous voyez. Le épi est passé à l'as. C'est-à-dire, tout ça pour vous dire que des fois, les journalistes, déjà, entre génétique et épigénétique, ils ont un peu de mal. Au sens strict, du coup, si je lis, moi, c'est transmission génétique. Voilà, donc vous dire, des fois, les mots sont employés un petit peu... sont mal employés. Voilà. Donc, voilà, donc après le sensationnel, j'ai mis le temps des critiques. C'est vrai que dans plusieurs... magazine ou quotidien, voilà, il y a toujours la vague, et puis après il y a la petite vaguelette des critiques, et notamment des scientifiques se sont exprimés à travers différents médias pour dire qu'il y avait vraiment une surinterprétation des résultats en faveur des mécanismes épigénétiques. Et ils ont soulevé, et pas que dans les journaux, aussi dans les journaux scientifiques, hein, pas dans les journaux grand public, et je vais revenir juste sur deux aspects. Le fait qu'il faut tenir compte effectivement de la transmission culturelle, que les enfants des survivants de la Shoah n'avaient pas forcément toujours une enfance très, 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 très cool. D'ailleurs, il y en a qui ont témoigné, hein. Même il y en a une qui a témoigné, qui avait participé à l'étude, hein, pour dire que bon, son père faisait des cauchemars, enfin il réveillait tout. Enfin, voilà. Donc il faut tenir compte de l'environnement, pas forcément toujours tranquille de ces enfants, et l'évocation parfois de souvenirs terrifiants auxquels ont été exposés les enfants. Et puis la possibilité d'une relation donc causale inverse, c'est le stress des enfants qui est la cause de la modification de la méthylation de leur gène. Et ça, je l'exprime à travers un schéma pour essayer d'être le plus précis possible. Donc vous avez une génération N qui a subi le trauma, et là c'est un véritable trauma, ça évidemment, je leur dis ce qu'on vient pas. Et puis vous avez la génération N+1 qui est sujette à anxiété, dépression, voilà, des problèmes psychologiques importants. Et donc vous avez une expérience traumatique qui a pu être associée à une modification épigénétique, ça c'est vrai, hein, que ça peut toucher l'expression de certains gènes. Alors, je dis juste que les modifications épigénétiques, c'est mentionné ici, hein, ont été mesurées non pas dans le cerveau, mais dans les cellules sanguines. Hein. D'accord, matériel facile d'accès. On n'allait pas faire des biopsies cérébrales pour regarder les modifications épigénétiques. Donc c'est un peu indirect dans les cellules. C'était une des critiques aussi. Voilà. Et donc à la génération suivante, on a prélevé les cellules sanguines. Anxiété et dépression sont aussi associées à des modifications génétiques assez similaires. Voilà. Ça c'est l'observation. Alors il y a donc il y a une corrélation. Hein. Est-ce qu'il y a transmission, et qu'est-ce qui est transmis effectivement d'une génération à l'autre? Est-ce qu'on peut parler d'hérédité épigénétique? Alors l'interprétation sexy entre guillemets, c'est effectivement il y a une hérédité épigénétique. Mais alors maintenant il faut savoir, une fois qu'on a dit ça, il faut voir ce que ça implique. Si on regarde dans le détail, ça veut dire qu'effectivement la modification épigénétique, les modifications épigénétiques en cause doivent être transmises, elles doivent subir tout un parcours. C'est ce parcours que j'illustre ici. C'est-à-dire que, vous voyez, on doit passer, donc normalement,
un des premiers lieux, c'est quand même le cerveau qui est atteint par les effets, mais pas que, hein, évidemment. Et donc, en tout cas, ou d'autres cellules, hein, puisqu'il y a eu des problèmes de nutrition et tout ça. Voilà, qui en tout cas, il faut qu'à un moment, les cellules reproductrices arrivent à avoir un message épigénétique de ce qui arrive au reste de l'organisme. Puisqu'il c'est que les cellules sexuelles qui sont ensuite transmises, enfin qui génèrent la génération suivante. Et après, je vous ai dit qu'il fallait que ces modifications épigéniques passent la barrière là, de reprogrammation épigénétique, le côté on efface presque tout et on recommence. Puis après, il faut qu'elles se maintiennent dans l'embryon, et puis qu'il faut qu'elles se retrouvent quelque part spécialement dans le cerveau du fœtus, et puis ensuite se maintiennent, et éventuellement dans le cerveau de l'organisme, plus ou moins adulte, pour être la cause éventuellement de l'anxiété et de l'expression. Vous voyez, donc ça fait tout un parcours où en fait il y a plein de points d'interrogation. Et en fait, la science ne connaît pas de mécanisme épigénétique qui soit aussi spécifique, et il y a vraiment un message particulier, hein, c'est pas n'importe quoi, et robuste, c'est-à-dire qu'il passe toutes ces barrières. Voilà. Donc ça a beaucoup d'étapes et de beaucoup de questions qui, pour l'instant, n'ont pas de réponse. Donc, bon, le scientifique n'adhère pas tout de suite parce qu'il lui faut des mécanismes à un moment. Et puis, il y a quand même l'alternative qui est beaucoup plus simple, c'est que c'est pas exclusif, hein, mais en tout cas, il faut ne pas gommer les interactions sociales, hein, qui fait que entre les deux générations, le vécu des parents a pu impacter, comme je l'ai dit, le vécu des enfants. Hein. Et qu'en fait, c'est ça qui produit essentiellement l'anxiété et la dépression chez ces enfants, et c'est ça qui produit les modifications épigénétiques qu'on relève dans leurs cellules sanguines. Donc vous avez une relation, ce qu'on appelle une relation causale inverse, c'est-à-dire c'est non pas les modifications épigénétiques qui ont été transmises et qui produisent le mal-être, mais c'est le mal-être qui est associé à des modifications épigénétiques, et donc voilà, et qui a été lui produit par des interactions culturelles. Bon, j'espère que vous avez suivi la différence. Voilà, alors, comme je suis généreux, j'admets que la transmission épigénétique d'expériences traumatisantes puisse se faire, mais est-ce que ça validerait pour autant la psychogénéalogie? Est-ce que, comme l'a dit Nicolas Abraham, parce qu'ils ont un vocabulaire particulier, les psychogénéalogistes, à la 3e génération, le fantôme sort de la crypte et s'exprime par des maladies? Voilà, il y a un vocabulaire un peu particulier. Alors, allons plus loin. Donc, c'est ce que j'ai schématisé ici avec les petites têtes des anti-smileys rouges, là. Et voilà, donc, si on considère que le vécu de chaque génération laisse une trace épigénétique, alors il faut tenir compte des générations intermédiaires. Il n'y a pas de raison d'effacer les générations qui ne vont pas pour me prendre que la génération qui irait bien. D'accord? Donc voilà, donc déjà, on se demande comment les influences des vécus des autres, sauf à être catastrophiques tous, hein, mais ils sont pas forcément, ils ont des expériences diverses. Pourquoi on ne tiendrait pas compte des expériences des autres du point de vue épigénétique? Et puis, on pourrait considérer l'ensemble de l'arbre généalogique. Et là, en fait, on fait que vous voyez, 1, 2, 3 générations. Quand il parlait de 50 générations, voilà, ou 14 générations, et ça se complique. Donc vous voyez, vous avez eu quelqu'un qui a eu un événement malheureux qu'on associe au mal-être du patient. Voilà, mais on pourrait tenir compte, vous voyez, vous avez 2 parents, 4 grands-parents et 8 arrière-grands-parents qui ont eu tous leur vécu. Voilà. Et donc, je vous laisse deviner ce qu'on peut mettre comme tête aux patients. Voilà. Et donc, vous voyez que d'un point de vue épigénétique, il faudrait tenir compte de toutes ces composantes, et vraiment, c'est très difficile de comprendre pourquoi il y en a un qui va l'emporter sur tout le monde. Voilà. Donc la psychogénéalogie cherche des justifications scientifiques, finalement assez peu compatibles avec ses présupposés. Hein. S'ils allaient jusqu'au bout, mais évidemment ils ne vont pas jusqu'au bout, ils n'ont pas la formation pour, ils verraient que ça ne tient pas trop la route, leur discours. Je finis juste avec un événement, parce qu'elle est revenue sur le devant de la scène, Natacha Caestrémé, que j'aime bien. Alors, on a failli avoir une émission, j'en parle parce qu'on a failli avoir une belle émission sur France 2, où elle disait ceci, ça va au-delà. Alors, elle parlait de quelqu'un qui était atteint d'endométriose. Hein. Il m'a dit, dont on parle à raison de plus en plus. Et donc, elle lui parlait qu'il y avait un problème de culpabilité, qu'elle avait hérité d'une culpabilité.
puisque c'est le sujet de cette émission. C'est une émission, ça commence aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez, mais moi je ne connais pas, hein, mais je vois que l'audience quotidienne, c'est quand même, ça dépasse le million. Hein. Donc, voilà. Donc elle parle de transgénérationnel. Vous avez hérité de cette grand-mère ou arrière-grand-mère qui ont fait des enfants et qui ont perdu des enfants, ou qui ont éventuellement fait des fausses couches. En fait, voilà. Et l'endométriose, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est un message de notre corps qui nous dit qu'avant, il y a eu une souffrance énorme d'une personne qui associait le mot enfance et mort. Voilà. Je conclus. Hérédité et épigénétique, donc des relations, je crois que vous avez compris que c'était complexe, qui a un cadre, la science, un joli cadre, tout doré là, mais bon, il n'est pas si doré que ça, mais voilà. En tout cas, il y a un cadre qui permet d'étudier convenablement ces aspects, et qu'au dehors, c'est un peu la jungle, hein. La jungle des pseudosciences, voilà, avec des interprétations simplistes qui prolifèrent. Hein, ça pousse très très bien dans la jungle luxuriante des pseudosciences. Je suis toujours impressionné par l'imagination de certains. Voilà. Et puis je fais un peu de pub pour finir. Voilà, donc ça c'est l'exploitation des pouvoirs supposés de l'épigénétique. Il y a du business maintenant, hein, depuis. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a ça. Donc l'épigénétique, on va voir de beaux jours devant elle. Donc la cure épigénétique proposée depuis 2022 par la société Talazur, voilà, pour exprimer au mieux votre héritage génétique. Et donc il y a Serge Fourcade, qui est le directeur produit et qualité de Talazur, qu'on pouvait entendre sur France Inter il n'y a pas longtemps, qui disait qu'en fait, la science avait montré des choses, et c'était vraiment idiot de pas en faire profiter les gens quand même. Hein, et donc il disait, nous sommes parfaitement légitimes de porter les progrès de la science, donc en fait il valorise son truc, en disant que voilà, c'est pas la peine de mettre il y a des patients, il faut en profiter, et voilà. Et donc, il se trouve tout à fait positif par rapport à ça, en étant le médiateur des progrès de la science. Voilà. Bon, je vous laisse juger après. Voilà. Et j'ai juste... Ah oui, donc pour en savoir plus loin, bon, je fais de la promo pour mon bouquin, mais bon. Et puis, vous avez aussi vu... J'ai aussi déjà une vidéo de cette même conférence il y a un an, maintenant que j'avais fait à l'occasion de l'Assemblée Générale de la FIS l'an passé. Voilà, j'ai même une vidéo aussi via la FIS de Lyon. Bon, enfin bref, si vous voulez revoir, je crois que, je ne sais pas si vous aurez accès éventuellement à celle-là. Et je fais aussi, pour pas ne faire que d'autopromotion, récemment j'ai écouté une série documentaire sur France Culture, épigénétique, quand l'ADN fait son intéressant, où c'est de là dont j'ai tiré d'ailleurs les propos de Serge Fourcade, de Monsieur de Talazur, là. Mais c'est en 4 épisodes, et non, mais il y a plein de scientifiques très sérieux, donc c'est intéressant. Voilà. Il y a aussi Serge Fourcade, mais ils l'ont laissé parler, c'est très bien, hein. J'ai rien contre, mais globalement, ces épisodes ça vous montre un petit peu. Alors là, il n'est pas question que d'épigénétique, hein. Mais voilà, si vous voulez en connaître plus sur l'épigénétique, c'est relativement bien fait, et c'est agréable à écouter en plus. Voilà. Voilà, je vous remercie.